Eh bien. Salut ma gang de petites laitues romaines mal lavées. Comment ça va? On est là aujourd'hui pour un magnifique preview d'une carte qui fait plus qu'exister. Tabarnouche, hein? S'il avait pris quelques combats là, de cette carte-là, puis ils avaient mis fin de semaine passée, puis ils avaient pris quelques combats de la fin de semaine passée, puis ils auraient mis sur cette carte-là, ça aurait fait deux cartes correctes. Puis on n'aurait pas eu à vivre ce qu'on a vécu la semaine passée. Mais c'est pas grave, c'est dans le passé. On est là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Fight Night. Anthony Smith face à Alexander Rakic. Et puis, ben, tabarnouche, man. Comme je disais, c'est une bonne carte, très bonne carte, même je dirais pour un Fight Night. Il y a des noms qu'on connaît, on a l'impression qu'on sait c'est qui. J'ai pas eu à faire tant de recherches pour ce preview-là. C'est une bonne chose en soi, parce que je connais bien les combattants là, en général, comment ils se battent. Fait que quand j'ai trop de recherches à faire, c'est parce qu'il faut que je fasse de la recherche sur genre Matthew Summelsberger ou le fantastique Carlton Minus. Mais non, pas tant de ça à faire sur cette carte-là. Donc, bien content. Je suis là pour mes analyses et prédictions complètes de tous les combats, incluant le main event de la soirée, qui ne durera que 3 rounds parce que c'est short notice et duquel on va parler à l'instant même. Anthony Smith, Alexander Rakic. Comme je disais sur le podcast avec Greg cette semaine, j'ai comme l'impression que ce combat-là, s'il avait été booké il y a 6 mois, j'aurais été plus hype. Parce que Anthony Smith, oui, a perdu contre John Jones, a intervenu sur la voie de la victoire, puis nous démontrait tous les signes qui était rendu un combattant élite à 205 livres. Puis là, il y a eu le combat contre Glover. Et écoute, ça a fait mal, ça, pour Anthony Smith. Ça a fait très mal, autant physiquement, je pense que pour sa carrière en général. Parce que c'est dur de regarder ce combat-là où il a complètement gazant, s'est fait abandonné par son coin, là, comme rarement quelqu'un se fait abandonner par son coin, s'est fait péter des dents, c'était horrible le beating qu'il a mangé contre Glover Teixeira, puis ça m'apporte vraiment à me demander où est Anthony Smith présentement dans sa carrière, parce que oui, il y a vraiment eu des bons moments, on peut pas dénier le fait qu'il est arrivé à 205 livres, il a pété tout le monde, s'est rendu au title shot contre John Jones, mais ce gars-là n'est pas nouveau, hein. C'est un vieux combattant quand même. Il a 33 victoires, 15 défaites. Ça, c'est 48 pro fight au total. Ça va être son 49e. Puis ça fait longtemps qu'il se bat. Puis il s'est battu souvent dans la période de temps de sa vie où il s'est battu. Donc, ça fait ce qu'on aurait juste comme vu Anthony Smith devenir vieux dans la cage, devenir moins durable, avoir moins de cardio. Parce que si c'est le cas, c'est quoi qui joue beaucoup dans sa game. Là. Anthony Smith, actuellement, c'est le genre à être quand même un slow starter, mais plus le combat avance, plus il commence à devenir confortable. Puis le fait qu'il est tough, tu sais, qu'on dirait qu'au premier round, mange souvent le mieux que son adversaire peut lui donner, puis il survit. Puis il dit, bon, regarde, je suis correct, ce gars-là peut pas me faire mal, puis c'est là qu'il continue à aller de l'avant de plus en plus. C'est pas ça qu'on a vu contre Glover, puis pour vrai, ça me fait porter à croire que peut-être que les meilleures années d'Anthony Smith sont derrière lui. Peut-être que c'est ça qu'on commence à voir dans son cas. Et Alexander Rakic, c'est pas nécessairement le gars que tu as envie d'affronter quand tes dernières années sont potentiellement devant toi. Parce que si tu es à ton pic, si tu es au meilleur que tu vas être, puis tu es dans tes meilleures années de carrière, tu vas faire un combat contre comme Volkanos Demir, mettons. Si tu es un combattant élite, là, bien sûr, je parle, où ça va être un combat quand même stratégique de stand-up, mais back and forth, où les deux ont du succès, et où peut-être que Rakic aurait dû gagner la décision, selon moi, mais ne l'a pas gagné dans ce cas-là. S'il affronte quelqu'un qui est plus nécessairement dans son prime, puis qui se retrouve à être un peu moins durable qu'avant, ça finit peut-être comme ça a fini contre Jimmy Manuwa, là, ce combat-là, avec genre un des head kicks les plus violents que j'ai vu de toute ma vie, et ça de loin. Mais, tu sais, je sais pas si je peux tout de suite banker là-dessus. Anthony Smith, même fini, va toujours être plus tough et plus durable que, que le chum, comment j'oublie son nom, là, Jimmy Manuwa, je vais le dire. Puis, tu sais, au moins Smith, tu sais que même s'il devient moins durable, si son corps est moins capable d'en prendre, sa tête est encore là, le gars reste immensément tough. Puis ne voudra pas quitter. Son coin ne l'aidera pas à quitter dans un combat non plus, comme on a pu voir. Mais écoute, le fait que tu sais, à la base, il faut se dire, le fait que Smith soit un slow starter dans un combat comme ça, de 3 rounds seulement, vu que c'est un short notice, puis qu'on a vu Rakic
avoir du succès là, dans des combats comme ça, puis être capable de, oui, aller complètement berserk, là, essayer de knocker un gars en quelques secondes et faire du gros dommage, comme on l'a vu, avoir une approche plus stratégique, une approche plus pensée. Oui, ça donne des combats serrés, mais t'sais, même si tu dis, oh non, non, Volkanovski de mieux méritait de gagner ce combat-là, ce que je pense qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, là, bien franchement, tu peux pas dire Alexander Rakic n'avait pas rapport là. T'sais, Alexander Rakic, dans ce combat-là, a prouvé qu'il était au moins aussi bon que Volkanovski Demir, sinon peut-être même plus, parce que c'est lui qui a eu l'impression de peut-être hold back un peu dans ce combat-là. Donc ça va être intéressant à voir, la dynamique est bonne, mais personnellement, avec ce qu'on a vu d'Anthony Smith là, dans son dernier combat, moi je trouve ça très concernant. Et de la façon qu'on a vu Rakic contre Ozdemir, puis contre des gars qui sont considérés comme étant les bons dans cette division-là, puis qui étaient comme très compétitifs, voire même méritaient de gagner ce combat-là. J'ai pas le choix d'y aller avec Rakic ici. Par décision, vu que c'est un 3 rounds, je pense que sur 5 rounds, il y aurait eu plus de chances d'avoir un finish. Je vais aller par décision ici. Mon petit caveat, par exemple, c'est le sol. Anthony Smith, oui, ça fait du mal défoncer là, par Glover au sol, mais un coup qui était bien fini. Souvent, Smith, c'est le genre de gars qui essaie de pas trop aller au sol, mais un moment donné, il dit oh, fuck it, on va aller au sol, puis il soumet son adversaire parce qu'il est quand même bon au sol, surtout à top control. Je sais pas le sol de Rakic, ça a vraiment l'air de quoi. Je m'attends à un combat de stand-up, c'est pour ça que je ne vais pas vraiment le mettre en facteur dans ma prédiction, mais mon caveat, mon astérix, c'est si Anthony Smith décide d'essayer de grapple pour sa vie dans ce combat-là. Je pense qu'il est probablement meilleur au sol que Rakic. Mais j'ai quand même Rakic par décision dans ce main event-là. Ça nous mène au co-main event de la soirée, un combat que j'ai tellement de difficultés là, à pick. C'est Robbie Lawler face à Neil Magny. C'est un peu pour les mêmes raisons, on dirait. Mais... T'sais, Anthony Smith, j'ai vu une baisse de régime, puis c'est peut-être vraiment... T'sais, à cause du millage qu'il y a sur lui, puis tout. Robbie Lawler... Malheureusement, dans ses derniers combats, je crois revoir un peu le Robbie Lawler d'avant sa run dans l'UFC qui l'a amené à être champion pour nous donner comme 3-4 des combats les plus mémorables de l'histoire du MMA. Qui est à dire un Robbie Lawler un peu moins intéressé. Un Robbie Lawler qui va là pour compete plus que pour gagner. Puis il l'a même dit là, avant ce combat-là, moi je vais juste là pour compete. Je vais juste out de compete. Puis tu sais, à MMA, c'est pas un sport où tu peux arriver et dire, juste compétitionner, je vais faire mes petites affaires, je vais prendre ça tranquille, je vais juste lui montrer ce que je suis capable de faire, puis il va me montrer ce qu'il est capable de faire, puis que le meilleur gagne. Si t'arrives avec cette mentalité-là, t'arrives pas avec une mentalité vraiment très gagnante, tu vas pas être un combattant mean dans la cage qui va avoir de mauvaises intentions derrière ce qu'il fait, puis Robbie Lawler a besoin de ça, parce qu'il est très puissant, c'est un des meilleurs strikers qu'on a vu, de la manière qu'il se déplace, qu'il est capable de counter, qu'il est capable de lead aussi, sa main gauche est absolument incroyable. C'est vraiment un des très très bons fighters qu'on a vu là, quand on a peak Robbie Lawler. Cependant, est-ce que c'est ça qu'on a? Puis si c'est pas ça qu'on a, Neil Magny va avoir 33 km de reach sur lui, puis il va y pomper son jab d'en face parce que Neil Magny de plus en plus commence à se battre derrière son jab puis devient un striker très 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 efficace qui ne se bat pas vraiment dans la pocket. Où Robbie Lawler va vouloir se retrouver. Puis même si Robbie Lawler est à son meilleur dans ce combat-là, selon moi, ça va être lui qui va avoir l'effort à faire pour se retrouver dans la pocket et y rester. Parce que Neil Magny va vouloir être à distance, va vouloir le jabber, puis s'il n'est pas là, va vouloir être en clinch, que ce soit contre la cage ou essayer de lutter d'une façon ou d'une autre, ou juste de le coller contre la cage, d'essayer de lander des coups de genoux, des coups de coude de là, mais Robbie Lawler va devoir réussir à péter là, cette distance-là pour rentrer dans la pocket, pour lander ses punches. Puis oui, c'est réussi à faire ça. Il va avoir beaucoup de succès, mais on l'a vu dans ses derniers combats. Tu sais, contre Dos Anjos, il était tellement willing en rentrant dans la pocket de juste se faire clinch up, puis se faire mettre le dos contre la cage, puis passer du nombre de temps absolument incroyable. Là. Puis c'est ça qu'on voit là, dans Robbie Lawler. Surtout dans ce combat-là, c'est que il était comme un peu résigné à son sort. Même chose contre Covington. Il était un peu résigné à son sort dans le sens que ça allait pas bien, puis il en était conscient, mais c'était comme ça. Il ne prenait pas les efforts pour changer cette situation-là. Vraiment, il avait l'air
de juste accepter la situation comme elle est, puis dire, ah, c'est de la merde, je suis pris contre la cage, ça va pas bien pour moi, je perds le combat, mais il ne semblait pas vraiment rien faire pour se sortir de cette situation-là. Puis un coup qui était sorti de cette situation-là à cause, mettons, que le round a fini ou quelque chose comme ça, ne faisait pas d'ajustement pour s'assurer de ne pas retourner dans cette situation-là. Fait que, pour vrai, dans ces conditions-là, je pense que j'ai pas le choix de pick Neil Magny par décision. Ça me fait vraiment pas plaisir, mais c'est ça qui est ça. Donc, Neil Magny par décision. Ensuite, Ji Yeon Kim accueille Alexa Grasso chez les 125 livres féminines. Combat excitant parce qu'Alexa Grasso est une excellente boxeuse, une des meilleures strikers qu'on a vu. Moi, des fois, je pense que ma petite critique, c'est que je trouve qu'elle laisse peut-être pas assez aller ses mains. C'est quelqu'un que, des fois, elle a tendance à se settle dans un genre de one big shot counter, tu sais, kind of fighting. Puis c'est pas vraiment ça je veux voir d'elle. J'aime mieux quand elle travaille en combinaison, quand elle essaie chemin d'avancer pour bêter des attaques, puis qu'elle répond avec 4 punches. Ça, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. C'est pas une mauvaise grappler aussi. Je m'attends pas à avoir beaucoup de grappling dans ce combat-là. Ji Yeon Kim, c'est pas mal une volume fighter qui va de l'avant, qui essaie de lancer le plus de volume possible. Très, très, très hittable en retour, comme pas mal tout fighter qui priorise vraiment le volume sur la défensive. Mais ça va donner beaucoup d'opportunités à Grasso. Je pense que c'est un combat qui est un peu fait pour qu'elle gagne et qu'elle devienne genre une top 15 fighter dans cette division-là. Mais si elle arrive puis elle gaze out pour d'une manière ou d'une autre parce qu'elle a mal géré la nouvelle weight cut ou n'importe quoi, eh bien que elle devrait pas mal gérer la weight cut vu qu'elle perd 10 livres de moins en théorie, mais on sait pas trop ce qui arrive surtout ces temps-ci, c'est bizarre. Fait que c'est sûr qu'il y a des facteurs extérieurs qui pourraient faire que Ji Yeon Kim gagne ce combat-là parce que, comme je dis, elle est crazy par avoir de l'avant, elle lance 494 000 strikes par round. Puis c'est ça qui fait qu'à la base, même pour des bonnes strikers, counter-strikers comme Justin Kish, puis tout, elle est capable de les battre juste avec son volume. Puis oui, elle mange beaucoup de shots, mais elle en laine tellement en retour qu'elle va toujours quand même rendre ça serré. Mais je pense qu'une boxeuse de la trempe d'Alexa Grasso est capable de rendre un match-up comme ça assez facile. Fait que j'ai Grasso par décision. Ça nous mène à un combat 145 livres, short notice. C'est Ricardo Lamas qui affronte Bill Algeo. Bill Algeo qui se battait sur les dernières cartes de Cage Fury Fighting Championship où on a vu Jasmine, puis Johan Lennes, puis James Mancini. Je suis content de le voir là. Il mérite 100% sa shot dans l'UFC. Même si Lamas est vieillissant, c'est peut-être un match-up un peu raide pour Bill Algeo. Mais, tu sais, encore là, écoute. Mon pic ici, là, c'est un pic d'ordre. C'est pas compliqué. Parce que si Bill Algeo arrive, puis bat Ricardo Lamas, ça fout la merde dans la division, ça fout la merde des rankings. Les rankings vont être rendus, tu sais. Bill Algeo, selon moi, c'est un bon combattant. Il va arriver, il va faire de belles choses. Il est capable de se battre debout, il est capable de se battre au sol. Il fait tout bien. C'est un bon gars qui est déjà un vétéran. Il se bat depuis 2012. C'est pas un prospect, c'est pas un gars qui va être en développement. Il arrive avec ses pleines capacités dans les meilleures années de sa carrière. Je pense juste pas que c'est un top 15 fighter dans l'UFC à cette division-là, surtout. Donc, tu sais, ça se pourrait qu'il arrive et qu'il batte Ricardo Lamas. Là. Ça se pourrait très bien parce que Lamas, il est vieux et paraît de moins en moins bien dans ses derniers combats. Mais j'ai pas encore vu Ricardo Lamas perdre contre un niveau de compétition, tu sais. Je veux pas dire aussi faible que Bill Algeo parce que c'est pas le cas. Là. C'est pas un niveau de compétition faible. Il est très bon. Mais t'sais, même s'il a vieilli, Ricardo Lamas se bat encore contre des Mirsad Bektic et des gars comme ça. Puis il réussit à en gagner une fois de temps en temps. Ça serait la pire défaite de sa carrière là, dans l'UFC, tout simplement, que de perdre contre Bill Algeo. Est-ce qu'il est rendu là? Est-ce qu'il est rendu assez vieux pour avoir cette défaite-là? C'est ça que je ne sais pas. Peut-être que oui, mais on dirait que je veux pas me fier là-dessus avant de l'avoir vu. Fait que pour cette raison-là, je vais aller avec Ricardo Lamas par soumission au 3e round. Ensuite, s'il vous plaît, là, faites juste que ça arrive. On en a assez parlé de ce combat-là, c'est Magomed Ankalaev, Ion Cutelaba, le rematch de tous les rematchs. Et puis, faites que ça arrive. Le fait qu'il y ait personne qui pogne le COVID, qu'il n'y ait pas une astuce d'affaires bizarre qui arrive, je veux juste que ça ouvre la main card de ce combat-là. Puis j'espère, pour Ion Cutelaba, que sa stratégie, ça sera pas de faire semblant qu'il est knocké pour bêter son adversaire à être wild pour le knocker en retour, parce que le dernier coup, ça a tellement marché qu'il a convaincu l'arbitre qui était knocké. On va essayer de ne pas répéter cette tactique-là.
Sinon, ben, tu sais, Magomed Ankalaev est bien meilleur que lui debout. C'est sûr que Cutelaba, c'est un complet malade qui va swing for the fences. Puis que si t'accotes comme faut une fois, peut pratiquement faire mal à n'importe qui dans cette division-là. A tendance à être un peu un one-round fighter, cependant. Et puis, tu sais, comme j'ai dit, Magomed Ankalaev est meilleur techniquement que lui debout. A aussi en masse de power. Puis il a toujours son excellente lutte là, pour fall back on. Surtout que c'est pas contre Paul Craig, fait qu'il risque pas de se faire passer un triangle dans ce combat-là. J'ai souvent vu là, Cutelaba se faire finir au sol aussi. J'ai l'impression que Cutelaba soit finit ses adversaires très rapidement ou se finir assez rapidement. Genre, on finit ses adversaires dans la première moitié du premier round ou se fait finir deuxième moitié du premier round au début du deuxième round. Donc, je vais voir Ankalaev TKO deuxième round dans ce combat-là. J'espère juste que ça va être vraiment très con pendant le temps que ça va durer. Là, personnellement, c'est mon seul souhait. Ceci étant dit, nous passons maintenant au préliminaire Maki Pitolo contre Impa Kasanganay qui fait ses débuts UFC après avoir gagné au Contender Series. Là, ouais. 3 semaines, max. Bref. Impa, il est 7-0, le gars se bat pro depuis 2019. Ça fait même pas 2 ans plein qu'il se bat en tant que professionnel, puis il est déjà dans l'UFC. Puis tu sais, Maki Pitolo, oui, il est juste 1-2 dans l'UFC, il a eu l'air d'une complète couille contre Callan Potter à 170 livres, mais faut lui donner que contre Charles Bird, il a très bien fait ça. Puis personnellement, contre Darren Stewart, je pense qu'il était en train de gagner ce début de combat-là, jusqu'à temps qu'il s'est juste genre vraiment foutu la tête dans une guillotine. Mais d'un autre côté, est-ce que tu te bats contre Ricardo Lamas, mettons? Tu t'attends très bien à ce que si tu shoots le gars de guillotine, c'est comme 80% de sa game. Lamas, c'est un opportuniste, il va juste pas faire grand-chose jusqu'à temps que tu lui donnes une opportunité, puis bang, il va te finir. Darren Stewart, un peu moins, on le connaît comme étant quelqu'un qui est très puissant, on le connaît comme quelqu'un qui est capable de wrestle offensivement, mais que défensivement, c'est pas le meilleur des wrestlers ni le meilleur des grapplers. Donc Maki Pitolo, est-ce que je peux dire, il a commis une grave erreur en faisant ça, puis il s'est fait soumettre? Non, pas vraiment. Il a essayé un takedown. Stewart a fait un très bon move que personne ne savait qu'il était capable de faire, puis il a gagné le combat. Donc j'ai tendance à prendre cette performance-là, ou ce début de performance-là, face à Darren Stewart, qui selon moi est un très bon middle of the pack middleweight. Pas un top 15, pas un top 20, quelqu'un qui est comme dans le top 30 à 50 de cette division-là, mais qui est très solidement implanté dans ce top 30 à 50 là, puis qui va littéralement battre tous les autres qui sont pas encore rendus là. Et puis, tu sais, c'est un bon combattant. Bref, Darren Stewart. Puis Maki Pitolo avait des bons moments, le taguait debout, mixing un takedown. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est peut-être un peu son downfall, là, Pitolo, dans le sens qu'il essaie trop de tout faire. Il est en train de gagner debout, je sais pas pour qu'il a shooté pour un takedown dans ce combat-là. Mais bref, il l'a fait puis il a perdu. Ceci étant dit, il a beaucoup plus d'expérience qu'il pas Kasanganay. Puis j'ai comme l'impression que on va mettre beaucoup de pression sur lui, il va essuyer des coconut bombs, puis il va sévèrement tester le cardio, là, puis la résilience du jeune dans ce combat-là. Donc j'ai Maki Pitolo par décision aussi. Ensuite, combat de ma girl Anna Cyphers. Mesdames, messieurs, elle est encore là après 3 défaites, peut-être même 4 défaites consécutives. La fille est juste game, puis le monde, ils ont besoin de monde, puis elle game d'aller se battre à 125 livres, elle est game de se battre à 115 livres. Je suis sûr que si tu dis qu'elle peut se battre à 135 livres, elle va essayer pareil, même si la fille doit peser genre 125, 126 gros max. Elle va essayer de se bourrer à la face pour peser genre 127, 128, là, puis en tout cas, bref. Ceci étant dit, ça fait pas tant d'elle une bonne fighter non plus. Là. La fille, son problème, c'est qu'elle est game d'échanger debout pis tout, mais elle est minuscule. Genre minuscule. Là. C'est vraiment une 105 livres. On en a des bonnes 105 livres dans l'UFC. Michelle Waterson notamment, mais Mizuki Inoue. Il y avait Viviane Pereira, un moment donné, qui était là. Ben, ils sont toutes bonnes, sont toutes potables. Le problème, c'est qu'ils sont petites. Puis Anna Cyphers non seulement petite, mais pas vraiment athlétique. Fait on peut pas dire, elle est petite, elle est tellement rapide, elle est dure à mettre la main dessus. Non, il n'y a rien de tout ça, elle est juste petite, puis elle est prête à se faire prendre, puis se faire lancer à terre, puis se faire contrôler. Puis d'après moi, c'est ça qui va arriver. Si Mallory Martin a la moitié d'un cerveau, elle va la takedown, puis elle va finir par passer un renegade choke. Donc j'ai Martin, soumission, deuxième round. Ensuite, 185 livres, combat intéressant. On a Alessio Di Chirico qui affronte Zach Cummins, qui est mon boy. Mais on dirait que j'ai perdu confiance en lui. J'ai toujours bien aimé son style. Zach Cummins, c'était le genre
de gars vraiment très gros, vraiment très fort physiquement, mais pas nécessairement athlétique, juste vraiment une force de dad force, là, comme on dit. Le gars, il a une force de père. Là. C'est lui qui va t'ouvrir le pot qui est bien jammé, le pot de pickle qui est bien jammé dans le frigidaire. Là. C'est lui qui va t'ouvrir ça. Mais on dirait que ça drop un peu, ça, son style récemment. C'était le genre de gars qui aimait stalker, qui avait pas peur d'utiliser ses mains parce qu'il est quand même puissant, puis aussi c'est un très très bon grappler en général, donc il avait pas trop peur de se faire takedown parce qu'il y avait un bel avantage au sol contre la majorité des gens. Je le trouve hésitant dans ses derniers combats. Comme un peu tous les combattants qui vieillissent, peut-être un peu descendu son pace pour être capable de le maintenir pendant 15 minutes. Ça fait qu'il lance beaucoup moins ses mains. Puis oui, je pense qu'il va avoir un grappling advantage ici face à Alessio Di Chirico. Mais si tu lances pas assez tes mains contre Di Chirico, ça va être un problème parce que lui, il va les lancer en masse. Puis, tu sais, à moins que Cummins aille chercher une soumission un peu out of nowhere, j'ai tendance à favoriser Di Chirico ici. Autant ça me tente pas de faire ça parce que c'est un combattant bien ordinaire là, entre vous et moi. Mais il va être là. Le gars fait tout relativement bien. Le classique fighter de middle de division qui fait tout bien, qui fait rien d'extraordinaire. Tu vas dire, oh, ce gars-là, c'est tellement un bon striker. Oh, ce gars-là, c'est tellement un bon grappler. Mais va shooter un beau takedown s'il en a besoin. Il va être tête au sol dans ses positions. Il va être capable de bien se relever s'il se fait takedown. Il va lancer des techniques de boxe, de kickboxing et de muay thai. Correct. T'sais, rien de dire, genre, wow, check sa technique, c'est beau, c'est smooth. Tout est bien correct. Tu peux pas dire que sa technique est mauvaise nulle part. Tu peux juste pas dire qu'elle est excellente nulle part non plus. Fait que j'ai juste l'impression qu'il va être là, dans face de Cummins, et plus actif que lui pendant 15 minutes. J'ai donc Alessio Di Chirico par décision ici. Ça nous mène à un combat entre Alex Caceres et Austin Springer, le troisième adversaire que Caceres devait affronter. Il devait affronter Giga Chikadze. Ça aurait été absolument niaiseux ce combat-là. Finalement, il s'est blessé. Kevin Kroom a pris la place. Puis il est arrivé de quoi de pas trop clair parce que selon le post Instagram à Kevin Kroom, il a dit que dans le fond il est arrivé de quoi hors de son contrôle puis que dans le fond il se battait pas puis il s'était fait cut là. Fait que mais c'est ça qui arrive souvent quand l'UFC signe un gars qui a pas rapport pour un short notice puis finalement ça marche pas. Il cut mais c'est pas le genre cut on veut plus jamais rien savoir de toi mon esti, c'est genre on te cut pour que tu continues à peut-être te trouver un fight ailleurs puis tout puis on va repenser à toi si jamais on a besoin en espérant que tout marche cette fois là. Du moins j'espère pour lui mais bref c'est Austin Springer qui se bat. Ce qui est intéressant, c'est qu'Austin Springer a battu Giga Chikadze au Contender Series. C'était pas le combat le plus impressionnant du monde. Il l'avait majoritairement outgrappled, si je me rappelle bien. Mais c'est ça. Springer, quand même, combattant correct, capable de tout faire, a pris de l'expérience par rapport au temps où il l'a joué au Contender. Je sais qu'il avait juste un ou deux fights, mais il me semble qu'il y avait une bonne différence entre son fight au Contender Series et son dernier fight. Il pourrait très bien arriver là et gagner. Hein. Contre Alex Caceres, on sait jamais ce qui va arriver avec Alex Caceres, mais je vais quand même favoriser Bruce Leroy ici parce que dans ses deux derniers combats, pour la première fois, en fait pas ses deux derniers combats, son avant-dernier combat contre Stephen Peterson, pour la première fois je l'ai vu prendre des bonnes décisions. Contre Chase Hooper, il a pas pris des bonnes décisions, il a essayé de grapple avec une fois ou deux, puis il a failli se faire cut, puis il aurait jamais dû faire ça parce qu'il démontait là, du tout au tout debout, mais c'est Alex Caceres, fait que le gars va toujours se permettre de faire ça. La raison pourquoi je le prends, c'est parce que je pense pas qu'Austin Springer est assez, tu sais, comme Chase Hooper, tu veux pas vraiment grapple avec parce que le gars peut te sortir une soumission de son dos, peut te sortir une soumission d'à peu près n'importe où, pis c'est ça qui fait que c'est très dangereux de grapple avec. Si Caceres grapple avec Springer, il va pas se mettre dans un danger immédiat de se faire soumettre. Même affaire s'il échange debout et est un peu sloppy contre Springer, ça va pas se mettre dans un danger immédiat de se faire knocker. Donc, je pense que c'est un combat où les dangers sont peut-être un peu moindres pour Alex Caceres, puis il va être capable de juste être là puis d'échanger des belles techniques très clean. Parce que s'il y a quelque chose qu'Alex Caceres est, c'est un très bon fighter technique, mieux que la moyenne, là, beaucoup mieux que la moyenne. Le problème, c'est que des fois, il se perd un peu dans son combat, puis il traîne un peu de la patte, puis s'en rend pas trop compte, fait qu'il hop pas le pace. Puis il prend pas des bonnes décisions, il a pas un bon fight IQ quand il est dans la cage, mais s'il est juste là à échanger des techniques, souvent, va être plus technique que son adversaire, surtout si son adversaire est un Austin Springer. Donc j'ai Caceres par décision ici. Ensuite,
Polyana Viana, Emily Whitmire. J'espère juste que ça va être un grapple fest, sinon j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce combat-là, à part que Viana risque de gagner parce qu'elle est autant dangereuse sur son dos que sur le top en termes de soumission. Donc Polyana Viana, soumission round 2. Finalement, on a chez les 170 livres Sean Brady face à Christian Aguilera. Sean Brady. TKO, premier round. Pas compliqué ce gars-là. Et je pense qu'il est plus d'âge prospect, là, rentre dans les meilleures années de sa carrière. Mais il est 12-0, il est excellent, il frappe très fort debout, il est intelligent avec son striking. Il est capable d'aller chercher des beaux takedowns, changer le pace du combat s'il en a besoin. C'est vraiment un bon combattant. J'ai beaucoup d'espoir pour lui dans la division 170 livres. Puis je comprends pas pourquoi après comme 2-3 UFC fights, il est encore dans le premier combat de la soirée à affronter Christina Aguilera. Mais bon, d'après moi, c'est un combat qui va gagner assez facilement ici. Peut-être même dès le premier round par TKO. Fait que Sean Brady, ça conclut mes analyses et prédictions complètes. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit like si c'est le cas. Parlez-moi de vos prédictions à vous, vos combats les plus attendus. Surtout le main event puis le co-main event. Lil Lawler contre Magny, c'est ça que je suis le plus curieux de voir ce que vous pensez parce que moi, je sais pas trop donner de la tête dans ce combat-là. Je sais très bien que la majorité d'entre vous vont me dire Robbie Lawler parce que vous prenez pour Robbie Lawler. C'est normal, tout le monde prend pour Robbie Lawler. Mais bref, laissez-moi ça dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous à MMA Talk un peu partout, les YouTube, Facebook, Instagram, toute la patente. Et on se parle une prochaine fois.